À la une de l'actualité, c'est parti pour le mois de Ramadan. Depuis ce matin, la communauté musulmane a débuté le carême, environ 30 jours de pénitence, de prières intenses et de partage. On parlera dans ce 13 heures de cet atelier d'échange et de partage des politiques de développement de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. C'est en partenariat avec la Banque mondiale. Aux États-Unis, un blanc tue 9 personnes dans une église noire de Charleston. Bonjour à tous. Depuis ce matin, la communauté musulmane en Côte d'Ivoire est en carême et c'est parti pour un mois de jeûne, environ 30 jours de pénitence, de prière et de partage. Hier, la lune a été vue, annonçant ainsi le début du carême. Durant ce mois sacré, les pratiquants cessent de s'alimenter ou de boire entre les premières lueurs du jour et le coucher du soleil. Concernant la religion chrétienne, la mission mondiale évangélico de Boisflé fait le bilan de ses activités. Il ressort que la mission a posé de nombreuses actions pour rendre hommage aux femmes. Honorine Ngori. C'est par un défilé dans les rues de la commune de Boisflé que les fidèles de la mission mondiale évangélico, avec à leur tête les femmes, se sont rendus au siège de leur église. Là, un culte d'action de grâce a été célébré. Le maire de la commune de Boisflé, Lucien Leyebi, a saisi l'occasion pour exhorter les femmes à s'organiser. Lucien Leyebi a indiqué qu'il compte sur l'organisation des femmes pour faire rayonner l'église et la commune. Pour la coordinatrice de l'Union des femmes lumières de cette confession religieuse, Claudine Aloueke, il faut que l'Union soit une communauté de femmes qui s'entraident. Quant à la représentante de la marraine, Jacqueline Copli, elle a fait savoir que les femmes représentent le bonheur pour les familles. À ce titre, elles doivent être célébrées. Avant le culte d'action de grâce, les membres de la mission mondiale évangélico ont mené une opération de propreté à la maternité. Par la suite, ils ont remis des kits d'accouchement aux parturientes. La mission mondiale évangélico compte 28 églises dans le département de Boisflé, dont 2 dans la ville, pour près de 2000 fidèles. Pour terminer avec le chapitre religion, 25 pasteurs évangélistes et prophètes de l'église protestante évangéliste Bethel International ont été consacrés pour faire l'œuvre de Dieu. Le point avec Emmanuel Niamé. À Bobo Temple Bethel, c'est devant des fidèles en liesse que ces 25 pasteurs, prophètes et évangélistes de l'EPB, l'église protestante évangélique Bethel International, ont été consacrés. Désormais, par cette ordination, ces hommes ont le cachet des autorités religieuses pour prêcher et conduire le peuple de Dieu au nom de cette communauté chrétienne. Une reconnaissance que les nouveaux consacrés entendent pleinement assumer. Quand le Seigneur se saisit d'un homme ou d'une femme, il est appelé à réussir. Et donc, on ne doit pas se contenter des petits succès, mais nous devons chercher à réussir dans le ministère. Cela va permettre à ce que le ministère pour lequel le Seigneur m'a appelé puisse vraiment s'exercer pleinement. Cela veut dire que je ne dois pas m'amuser, je ne m'appartiens pas à moi-même en fait, que j'appartiens à Christ. Jour heureux pour ces hommes de Dieu, mais aussi pour tous les fidèles du temple Bethel. C'est ce jour aussi que cet édifice a été dédicacé, devenant officiellement la maison de Dieu. Pour la dédicace, c'est au pasteur Dion Robert de l'église baptiste œuvre et mission, invité d'honneur qu'est revenue la prédication. La dédicace à Dieu du temple Bethel est un acte plein de sens pour le fondateur. Quand Dieu donne une vision à son serviteur de bâtir, après la construction, il doit vraiment présenter l'église, le temple à Dieu pour que vraiment le Seigneur encore puisse faire des grandes choses. À cette occasion, les anciens, les diacres et les diaconesses ont été aussi honorés. Bâti en hauteur sur 3 niveaux, le temple Bethel comprend une salle de réception, des habitations et une salle informatique. Pour sa dédicace, ses fidèles ont aussi fait des offrandes. Autre sujet, Begré Mambé Robert, reconduit à la tête du district autonome d'Abidjan. Le président de la République lui a renouvelé sa confiance. Le gouvernement du district et son conseil ont été installés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Serge Kolia pour plus de détails.
Nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan le 4 mai 2011, Robert Begré-Mambé a vu son mandat renouvelé par décret du président de la République le 6 mai 2015. Investi par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, il sera aidé dans sa tâche par 5 vice-gouverneurs, au nombre desquels 2 nouveaux, à savoir Mme Thiebi Loutra et Céa Jean-Honoré. Pour ce second mandat, de grands chantiers sont prévus pour maintenir le district d'Abidjan sur le chemin de l'émergence prôné par le chef de l'État. On peut citer entre autres secteurs stratégiques le logement et l'habitat, l'aménagement du territoire, la salubrité urbaine, la voirie avec le bitumage des routes villageoises. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que le Conseil ait les meilleures idées, les meilleurs choix et les meilleures options pour un district d'Abidjan émergent. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a appelé à la solidarité entre les différents membres du Conseil pour atteindre les objectifs du développement. Toutes les contributions peuvent être apportées dans un esprit de construction, d'humilité qui fasse que l'harmonie règne. Les enjeux sont colossaux au niveau d'Abidjan. Quand une ville comme Abidjan se développe et ambitionne de devenir la capitale de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire qu'elle doit relever les enjeux écologiques, les questions de salubrité, les questions d'assainissement, les questions de sécurité. C'est vrai, c'est la responsabilité de l'État, mais vous qui apportez le développement au plus près des populations, qui connaissez leur vécu au quotidien, vous devez nous aider. Le conseil du district d'Abidjan comprend 76 membres, dont des ministres et maires pour traduire en actes la vision de développement du chef de l'État pour le district d'Abidjan. Dans le domaine de l'agriculture, la situation mondiale et sous-régionale des OGM, organismes génétiquement modifiés, au centre des préoccupations, une journée a été initiée par un groupe d'experts en biotechnologie agricole et biosécurité. Le compte rendu de Chantal Eouma Akandan. La biotechnologie moderne est l'une des solutions aux problèmes de l'insécurité alimentaire et à certaines préoccupations des agriculteurs. De nombreuses plantes génétiquement modifiées sont exploitées à grande échelle à travers le monde. Entre autres, le soja, le coton, le maïs, le colza, le riz, la banane. Nous sommes arrivés, par exemple, à la création de ce qu'on appelle des OGM. C'est parce que nous avons travaillé sur les ADN des plantes et que nous avons utilisé cet ADN-là pour produire de nouvelles variétés. Et donc, en faisant ceci, on est en plein dans la biotechnologie moderne. L'avènement des OGM est diversement interprété. Une journée est donc initiée pour présenter le rapport annuel 2014 du Service international pour l'adoption des applications de la biotechnologie agricole, entendez IS3A, en vue de partager des informations sur les enjeux de biotechnologie moderne. On a fait état des lieux et on a constaté que 28 pays dans le monde font la culture des OGM. Et parmi ces pays, il y a le Soudan, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud en Afrique. On a constaté que les cultures OGM couvrent 181,5 millions d'hectares dans le monde et ces cultures-là sont plantées par les fermiers à petites ressources en majorité et ils se dénombrent à 18 millions de producteurs dans le monde qui font les OGM. Au Burkina Faso, les OGM ont déjà été expérimentés. À partir donc des années 90, le coton a subi des problèmes, des ravageurs. Nos autorités se sont dit, nous ne pouvons pas laisser mourir ce secteur. À partir du moment où il y a une solution technologique qui existe et qui a marché ailleurs, pourquoi ne pas essayer? La journée de présentation du rapport annuel 2014 est une occasion d'informer les principaux acteurs du monde agricole des opportunités qu'offrent les biotechnologies modernes. La société coopérative agricole de Méagui distribue à ses producteurs une prime à la certification de plus de 56 millions de francs CFA. Cette société coopérative qui a réussi à commercialiser plus de 3000 tonnes de cacao a réhabilité des infrastructures dans la région de Méagui. Abou Sanogo.
Dans son rapport moral et financier, la société coopérative agricole de Sinukoson de Meyagui, pour une prévision de 5 000 tonnes, a finalement commercialisé 3 294 tonnes de cacao, dont 1 414 de cacao certifié. Et ces 1 414 tonnes de cacao certifiés ont permis à la société coopérative de distribuer plus de 56 millions de francs CFA de primes à ces 1115 producteurs inscrits dans le programme de certification UTZ. Avec ces résultats, la société a mis à la disposition des producteurs 80 tonnes d'engrais et 200 hectares de produits phyto. Elle a également entrepris la réhabilitation de l'école primaire publique de Assaoukrou, la construction d'une pompe hydraulique et d'un bâtiment de 3 classes à l'EPP Akakou. Et pour la campagne prochaine, la société coopérative compte commercialiser 5 000 tonnes de cacao, dont 4 000 tonnes de certifiés, et acquérir 2 véhicules de ramassage. Le délégué régional du conseil Café Cacao et le directeur départemental de l'agriculture ont exhorté les producteurs à la fidélité et au respect des bonnes pratiques agricoles pour espérer tirer grand profit de leurs activités. Ils ont surtout instruit les producteurs sur la maladie du Cholanchout qui menace dangereusement la cacaoculture dans le département de Meyagui. Le préfet de Meyagui a invité les producteurs au strict respect des bonnes pratiques agricoles et à mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Et justement, commémoration récemment de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, l'édition 2015 a eu lieu à San Pedro. Sensibilisation et remise de kits scolaires au cœur de la célébration. Thème retenu pour cette édition, non au travail des enfants, oui à une éducation de qualité. Michel Mambo. La place des enfants est à l'école et non au travail. Et pourtant, triste réalité, selon les récentes estimations mondiales, plus de 168 millions d'enfants sont en situation de travail. Parmi eux, 85 millions effectuent des activités dangereuses. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants est le lieu non seulement de faire le point des acquis, mais surtout de réitérer cet engagement. Tout ce qui peut avoir une incidence sur la santé de l'enfant, sur sa croissance, son développement. Tout ce qui peut empêcher d'aller à l'école ou de rester à l'école. Souvent, on peut mettre des enfants, on les scolarise, mais après, on les retire. Ou bien soit on les scolarise, mais à la maison, ils font des travaux qui empêchent effectivement d'étudier. Donc finalement, ils finissent par échouer et ils se retrouvent en dehors du système. C'est tout ça qui est interdit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les enfants aient accès à l'éducation ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les enfants puissent avoir une formation qui puisse leur permettre de devenir des adultes responsables? C'est ce qui est recommandé. Pour la célébration officielle de cette 13e édition, c'est la ville de San Pedro qui a été choisie. Le choix n'est pas fortuit, il s'agit de la nouvelle boucle du cacao. Action de sensibilisation et cérémonie de remise de kits scolaires pour marquer l'événement. Événement à l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, en collaboration avec le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation, le travail des enfants, comité présidé par la première dame Dominique Ouattara. Une journée à l'intention des parents et des élèves du secondaire en vue de leur faciliter le choix des filières. C'est une initiative du Centre d'information et d'orientation de Tiasalé dans le cadre de sa première journée carrière. Commentaire Chantal Ouma-Kanda. Donner des informations aux parents d'élèves et aux élèves pour faciliter l'orientation de ceux-ci par la connaissance des débouchés qui s'offrent à eux, afin de répondre aux défis de l'émergence. Tel est l'objectif de cette première journée carrière initiée au profit des élèves de Tiasalé. L'initiative est du Centre d'information et d'orientation, CIO, de la localité qui vient à travers cette journée permettre aux élèves de s'insérer et de mener facilement une carrière professionnelle réussie. Quand vos parents vous mettent à l'école, ils attendent au bout que vous réussissiez, que vous deveniez quelqu'un. L'État également attend que vous réussissiez pour que vous preniez la relève des générations précédentes pour le développement du pays. La scolarisation est un investissement. C'est pourquoi le souhait de tous les acteurs de l'école, c'est que l'élève réussisse. Autre temps fort de cette première journée carrière est la visite des stands animés par des services publics, parapublics et privés, qui ont expliqué à l'assistance les attentes pour mener à bien sa carrière professionnelle.
Et voilà, c'était donc la journée à l'endroit des parents et des élèves du secondaire en vue de leur faciliter le choix des filières. La communauté éducative de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Guibérois, d'Ignago, Galébré, dans le département de Gagnoa, vient de célébrer le mérite et l'excellence. Cette journée a pour objectif de créer une saine émulation entre les différents acteurs de l'école. Commentaire, Thérèse Tapeyoboué. Cette journée du mérite et de l'excellence de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Guibérois, d'Iango, Galébré est à sa deuxième édition. Elle a été marquée par la distribution de prix et récompenses aux meilleurs élèves, instituteurs, directeurs d'école, conseillers pédagogiques, ainsi qu'aux structures méritantes de l'inspection, à savoir la plus belle école, la meilleure coopérative scolaire, le meilleur COGES et la meilleure cantine scolaire. Au cours de cette cérémonie, l'inspection de l'enseignement primaire de Guibérois a aussi décerné des diplômes de reconnaissance à ses agents dévoués, puis à des partenaires qui l'appuient et la soutiennent dans ses efforts. L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Guibérois, Baba Kake, a dit instaurer cette journée du mérite de l'excellence pour créer une saine émulation entre les différents acteurs de l'école. Autre moment fort de cette cérémonie, un sketch de la troupe théâtrale Les Petits Anges de Galébré, à travers lequel elle a sensibilisé le public sur zéro grossesse en milieu scolaire. Ici à Abidjan, dans le domaine de l'enseignement supérieur, un atelier d'échange et de partage des politiques de développement est ouvert ici même à Cocody, atelier qui vise à trouver des solutions quant aux problèmes de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Patricia Omoetia. Des débats basés essentiellement sur les forces et les faiblesses du système d'enseignement supérieur actuel. De nombreux problèmes ont été évoqués. Pour Nyamien Konan, pertinence et qualité sont les deux mots qui résument les défis de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Le baccalauréat 2015, vous le devinez aisément, ce sera environ 80 000 étudiants. Et le baccalauréat 2016, certainement 100 000. 248 000 de plus pour un effectif de 168 000 au départ. Et ni l'enseignement supérieur public, ni l'enseignement supérieur privé n'est préparé à un tel phénomène. Le directeur général de l'INP de Yamsokro a quant à lui approfondi le problème des échecs et des mauvaises planifications des programmes académiques. Le cloisonnement au niveau des différents ministères, parce que les informations ne circulent pas toujours, de sorte à bâtir une politique cohérente, de sorte à être plus efficace et plus pertinent dans ce que nous proposons pour les jeunes. La pertinence de la problématique abordée est identique quel que soit le pays, indique le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur. Nous avons étendu notre système éducatif au niveau du préscolaire jusqu'au secondaire, mais nous n'avions pas prévu des infrastructures pour les accueillir au niveau du supérieur. Il faut aujourd'hui leur donner la possibilité d'une formation supérieure. Au thème de ces échanges de 2 jours, une feuille de route sera adoptée pour guider les résolutions prises afin d'envisager des actions concrètes pour développer les capacités de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Parlons sécurité. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, s'est rendu à Grabo, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour lui de constater la réhabilitation de l'axe Grabo-Fété. Mamadou Kwasi. Le groupement tactique interarmé 2, GTA 2, bientôt érigé en bataillon. Cette nouvelle, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire est allé lui-même la porter à ses hommes, en poste à Grabo au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais avant, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a visité les nouveaux bâtiments du GTA 2 afin de s'assurer de la bonne condition de vie et de travail de ses troupes. Une autre visite, mais celle a poursuivi le chantier en finition. La réhabilitation de l'axe Grabo-Fété. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, accompagné de ses plus proches collaborateurs, est allé donner un coup d'accélérateur aux travaux. Une réhabilitation qui piétine à cause de la saison pluvieuse. Ce qui a réjoui davantage le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, c'est la mise en stage des ex-combattants qui exercent au métier de génie civil.
Occasion pour le chef d'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire de féliciter ces hommes et de leur enjoindre de ne jamais baisser la garde. Le mois d'octobre 2015 marque le début des élections en Côte d'Ivoire. La sécurisation de ces échéances est un facteur déterminant à Bouaké. Ainsi, la 3e Légion de gendarmerie et l'ONUCI ont organisé une simulation en vue de parfaire le dispositif sécuritaire qui sera mis en place lors de ces élections. Reportage Kader Sogodogo. Deux leaders de partis politiques tiennent leur meeting qui dégénère. Les gendarmes ivoiriens s'interposent. Débordés, les forces onusiennes viennent en soutien. Après des négociations, le calme revient. Le jour des élections, des électeurs sont pris à partie et le bureau de vote saccagé. Le même dispositif est reconduit. Gendarmes ivoiriens, en premier rempart, sont soutenus par l'ONUCI. Après la proclamation des résultats, c'est l'émeute, incendie, affrontement. La gendarmerie intervient. Le chaos semble gagner les rues. Les forces onusiennes, en soutien, font ce qu'elles peuvent. Le bilan est lourd. Arrestations, dégâts matériels, blessés graves, morts d'hommes. Après de nouvelles négociations, c'est le retour au calme. Soldats et population dansent ensemble. Ce sont 3 tableaux utilisés par les gendarmes de la 3e Légion de Bouaké et les forces onusiennes lors d'une simulation organisée à Bouaké. À la fin de l'exercice, le sous-préfet de Bouaké a réitéré la volonté du gouvernement de mener à bien le processus électoral sans heurts. Nous voulons aller à des élections paisibles. Nous voulons aller donc à des élections apaisées, comme on aime le dire, dans un climat de paix total, qu'il n'y ait pas de mouvement comme ce que nous avons vu dernièrement. La Côte d'Ivoire pourra compter sur le soutien onusien. Les forces onusiennes sont depuis longtemps engagées aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le rétablissement de la sérénité publique et dans le souci de s'associer de plus en plus fortement, étroitement au processus électoral dans un contexte apaisé, dans un contexte qui permettra au suffrage universel de s'exprimer dans toute sa quiétude et toute sa sérénité. Les élections en Côte d'Ivoire démarrent par la présidentielle prévue le 25 octobre 2015. En santé, les populations de Kanyanso, dans le département d'Odiéné, sont soulagées. Elles bénéficient d'un centre de santé rural, un don de la mutuelle de développement socio-économique de Kanyanso. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Les populations de Kanyanso, village situé dans le département d'Odiéné, ne vont plus parcourir les 15 km de piste pour transporter leurs malades ou autres blessés. Des transports qui se faisaient souvent à moto ou à vélo. Aujourd'hui, les populations du canton Gbakou bénéficient d'un centre de santé rural. Une réalisation des fils et filles de Kanyanso réunis en une mutuelle de développement économique et social, MUDESCA. Un centre de santé complet, comprenant un dispensaire, une maternité, des logements d'infirmiers et sages-femmes, d'un château d'eau. Le directeur régional de la santé du Kabadougou invite les populations à prendre soin de ce chef-d'œuvre, car son bon état va favoriser le bon exercice des occupants. Représentant le président de l'Assemblée nationale, parrain de la cérémonie, le député Yacouba Touré salue l'esprit de solidarité qui règne entre les fils et filles du canton Gbakou. Il souhaite que cela soit renforcé en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. J'invite toutes les populations à fréquenter les centres de santé afin de prévenir les risques de maladies. Ces centres de santé constituent pour nous un autre moyen de sortir de la pauvreté et du sous-développement afin d'atteindre l'émergence tant souhaitée par le gouvernement et le président de la République. Le sous-préfet de Bako, Alain Guégué, salue les actions de développement déjà engagées. Pour lui, seules les mutuelles constituent le remède des problèmes de sous-développement. Pour le bon fonctionnement du centre de santé, le personnel soignant a reçu des motos en vue de parcourir tous les villages et hameaux du canton pour administrer des soins aux populations. Au chapitre politique, à Tabou, le coordinateur départemental du RHDP investi, François Nyepa Séraphin Yao, secrétaire général adjoint de l'UDPCI, a représenté le directoire du RHDP. Commentaire Thérèse Tapeyoboué. C'est la salle des fêtes de la mairie de Tabou
qui a abrité cette cérémonie d'investiture de la coordination départementale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Tabou. François Nyepa, investi coordinateur départemental du RHDP, conduira un bureau de 50 membres qui aura pour tâche principale de parcourir villages, campements, hameaux les plus reculés du département pour porter le message de paix et de développement d'Alassane Ouattara afin de l'élire au premier tour avec un large score. Séraphin Yao, secrétaire général adjoint de l'UDPCI, représentait le directoire du RHDP. Il a rappelé les nombreuses infrastructures réalisées par le président Alassane Ouattara, à savoir les ponts, les routes, les écoles, l'électrification, les structures sanitaires. Il a souligné les nombreux efforts faits dans le cadre du renforcement de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale. Cette cérémonie a été marquée par la lecture de plusieurs motions de soutien aux actions du président Alassane Ouattara et par la libation faite par la chefferie traditionnelle kroumaine pour que règne dans le département de Tabou et partout en Côte d'Ivoire l'amour, la solidarité et la fraternité. À Divo et Lakota, les coordinateurs du RHDP des deux localités ont été également investis pour ainsi préparer la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Thérèse Tapeyoboué. Amédée Kofi Kwaku, maire de Divo, est le coordonnateur du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans le département de Divo. C'est le secrétaire national adjoint chargé des élections au RDR, Ousmane Koulibaly, qui a procédé à son investiture. Il a félicité les populations de Divo pour l'accueil positif réservé à l'appel de Daoukrou. Cet appel qui invite à la candidature unique du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle prochaine pour le compte du RHDP. Il a rappelé à l'occasion les nombreux chantiers ouverts par le chef de l'État conduisant le pays sur la voie de l'émergence en 2020. Amédée Kofi Kwaku a pour sa part appelé tous les cadres et tous les militants RHDP à l'entente et à la cohésion dans le travail. Il les a tous engagés à faire de Divo la localité qui offrira au président Alassane Ouattara le plus grand score en octobre 2015. La population de Sakassou, résidant à Daloa, épouse la politique du vivre ensemble du président Alassane Ouattara. C'était au cours de la célébration des 30 ans de leur association. Regardez. Elles étaient 3000 femmes, originaires des départements de Boundiali, Kouto, Tengrela, résidant à Daloa, à se retrouver à la place Gbemani de la grande mosquée de Daloa. Elles répondaient ainsi à l'appel de la Fédération nationale des femmes de la Bagoué pour l'investiture de la présidente de leur bureau régional. Un bureau régional présidé désormais par Masseni Touré. Lutter contre la pauvreté par la création d'activités génératrices de revenus, sortir les femmes de la misère par le regroupement coopératif. Tels sont les objectifs de la Fédération nationale des femmes de la Bagoué. Nous comptons sortir de l'informel pour nous engager dans la création d'unités agro-industrielles de transformation de nos productions agricoles pour maximiser nos revenus et être de véritables opérateurs économiques. Plusieurs cadres et élus de Daloa ont vivement salué ce regroupement de femmes qui œuvrent pour leur autonomie. Parrain de la cérémonie, Mathieu Daré Babo, ministre des Eaux et Forêts. Il a invité les femmes à œuvrer afin de donner un second mandat au président Alassane Ouattara. Pour pouvoir donner ce second mandat au président, il faut que nous soyons tous électeurs. Et pour être électeur, ça commence par notre inscription sur la liste électorale. Et votre mobilisation à l'inscription sur la liste électorale va indubitablement entraîner vos maris et vos enfants qui ont au moins 18 ans à s'inscrire sur cette liste. Le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la jeunesse, Mamadou Touré, a assisté à la cérémonie. La Fédération des femmes de la Bagoué revendique à ce jour un peu plus de 5000 membres repartis sur toute l'étendue du territoire national.
hors de nos frontières. Et c'est en image, l'armée tchadienne a mené mercredi des frappes aériennes au Nigeria sur des positions de Boko Haram en représailles au double attentat meurtrier commis lundi en N'Djamena. Le Tchad qui a décidé mercredi d'interdire le port de la burqa et du turban pour des raisons de sécurité après justement le double attentat suicide qui a fait donc 33 morts lundi en N'Djamena. Un tireur blanc a fait 9 morts mercredi dans une église de la communauté noire de Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Le tireur, âgé d'environ 21 ans, a fait feu pendant une séance d'étude de la Bible. Il est toujours recherché par la police qui a engagé d'importants moyens pour le retrouver. Le chef de la police parle d'un crime raciste. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité et bon mois de Ramadan à tous.